Bonjour et bienvenue dans le Cloud Screener, qui navigue parmi les nuages. Je suis comme d'habitude. Vous savez, son nom n'a pas changé de toute manière. Bonjour Jérôme, comment vas-tu? Bonjour, c'est Jérôme Monté. Enchanté à tous. Excellente journée. Si vous comprenez pas la blague, c'est pas grave. Ouais, mais c'est un peu chelou quand même parce que en disant Jérôme Monté, je compte pas me marier avec toi, donc c'est un peu bizarre à dire Jérôme Monté. Mais c'est pas grave, passons, c'est pas grave. Et en invité du jour, je suis aussi avec Dany. Bonjour Dany. Bonjour, Jérôme. Comment vas-tu? Je vais très bien. Bonjour, Anthony. Je vais très bien. Alors, cher auditeur, avant de commencer, j'ai un message pour toi. Toi précisément qui nous regarde, toi précisément qui nous écoute. Ce podcast est sponsorisé. Eh oui, eh oui, il est sponsorisé par Cloud Mercato, c'est-à-dire par moi-même. Et j'y mets tout mon cœur et tu pourras pas dire qu'on ne navigue pas parmi les nuages parce qu'on avait quand même eu du cloud provider, on a eu pas mal de consommateurs, des optimizers, on a eu des FinOps. Et aujourd'hui, rien que pour toi, j'invite un cloud builder. Alors, qu'est-ce qu'un cloud builder? Prenons un use case. Demain, j'ai besoin de monter un cloud parce que, disons, je suis une société qui consomme pas mal de choses, qui a pas mal de développeurs, et plutôt que de jeter mon argent par la fenêtre et qu'il atterrisse dans la fenêtre d'AWS, je pense que je peux investir sur le long terme, donc de faire des CapEx et de me dire monter un petit cloud à la maison. Un cloud privé ou peut-être pourquoi pas même un public pour vendre du cloud à d'autres gens. Ou un cloud hybride parce qu'aujourd'hui on aime bien les solutions assez compliquées. Mais voilà, si j'ai envie de montrer un cloud quelconque, où que ce soit, bah, à ce moment-là j'appelle Lani. Eh oui, j'appelle Denis et il a une société qui s'appelle Cloud Inspire. Et d'un seul coup, je peux arrêter de perdre mon temps en ingénierie et plutôt me focus sur mon business. Et j'aurai un groupe d'experts qui va me monter mon cloud. Et là, vous me direz, oui, mais attends, le cloud, ça fait longtemps, il y a des solutions open source, ça ne doit pas être si compliqué que ça. Je vous invite à faire une mise à jour OpenStack et on en parle. Et du coup, ce Cloud Builder, Dany, on l'a avec nous aujourd'hui. On va lui poser pas mal de questions, savoir qu'est-ce que c'est que ce métier, de quoi les gens ont besoin. Mais la première question, la plus importante, je pense, c'est est-ce que j'ai bien présenté ta société, son but, et est-ce que toi-même aussi tu pourrais te présenter, Dany? Alors, merci beaucoup, Anthony. Je pense que tu as très bien présenté la société, tu as très bien présenté notre philosophie. Et moi, je suis Daniel Franco, je suis le fondateur et le CEO de Cloud Inspire. Chez Cloud Inspire, ce que nous faisons, c'est que nous permettons de vulgariser le cloud. L'idée, c'est vraiment d'apporter le cloud à toutes les sociétés qui ont envie de faire soit leur move to cloud ou bien qui ont envie d'opérer leur système d'information comme un cloud. C'est vraiment cette simplicité-là que nous apportons avec une série de solutions entièrement open source, puisque nous avons cette vocation qui est entièrement open source, d'apporter des solutions les meilleures du marché, intelligemment comment dire, configurées et intégrées pour apporter une couche de gestion facile, simple d'utilisation pour que les différentes sociétés puissent opérer leur système d'information comme un cloud et apprendre à faire du cloud avant d'aller vers le cloud. Et c'est vraiment d'apporter cette simplicité-là et sans vraiment apporter la complexité que cela entraîne. Parce que pour avoir un cloud, bien sûr, il faut avoir des ingénieurs, des architectes, des développeurs, des intégrateurs et comment dire, pour ne citer enfin, que cela. Il faut aussi du moins l'équipe support, l'équipe comment dire, le gestionnaire de stockage. Et nous apportons tous ces outils-là, mais vraiment clés en main pour lancer des solutions cloud vraiment rapides à l'emploi, du moins pour la société. C'est ce que nous faisons chez Cloud Inspire. Donc, moi, j'ai un background en réseau et télécom. Donc, j'ai commencé à faire mes études au Togo avant de venir en France, passer mes examens. Et je suis reparti en Afrique. Donc, le Togo, c'est un petit pays qui se trouve en Afrique. Et de là, j'ai travaillé en tant que euh, consultant, architecte dans plusieurs sociétés en tant que responsable de système d'information où j'ai vraiment consolidé
mon background en matière de réseau, télécom, au début de l'Internet. Et j'ai créé un premier réseau d'interconnexion de de 3 pays, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, pour une société enfin, de réassurance, la Sicaré. Et comment dire, c'était mon premier réseau, comment dire, métropolitain, enfin, du moins, c'est comme cela se dit. Et au but de cette expérience, j'ai rejoint Afrinic. Afrinic étant le registre africain qui gère les adresses IP pour toute l'Afrique, où le contexte était beaucoup plus grand. Et là, il fallait adresser le domaine de l'Internet, des services hyper critiques et gérer tout ce contexte de services qui étaient très scalables, qu'on devait mettre à jour rapidement, et gérer aussi le contexte du côté entreprise. On ne pouvait pas aussi aller trop vite, mais avoir cette vélocité qui devait coupler la rapidité de mise à jour enfin, du moins, qu'impose Internet. Donc, les Mm. services comme Whois, RPKI, DNSSEC, parce qu'il y avait des failles de vulnérabilité, il fallait les corriger, il fallait les patcher rapidement. Au même moment, garder toujours ce côté de stabilité. Donc, c'était en ce Yep. moment que je savais qu'il y avait un truc qui se passait. Il y avait je pense que c'était le début du cloud, au fait. Donc, il y avait cette notion de vélocité qui commençait à venir en entreprise parce que, on ne pouvait pas toujours rester en mode entreprise où il fallait aller à pas assurer, à pas maîtriser, alors que de l'autre côté, il y avait un monde qui allait très vite, hyper vite. Donc, Ouais. c'est là où j'ai commencé par travailler sur ce concept de comment est-ce qu'on construit des infrastructures cloud. Mais sauf qu'à l'époque, je n'avais pas encore toute la connaissance, tout l'écosystème du moins ce qu'il fallait. J'ai commencé à écrire un petit script à l'époque et j'ai écrit un petit projet qui me permettait d'automatiser un certain nombre de tâches au quotidien. Mm. Et, mais rapidement, je me suis limité. À l'époque, j'utilisais du Puppet. J'étais limité Yes. à cette Ah, technologie c'était l'époque, ouais. à l'époque, Puppet. Parce que Puppet, vraiment, il fallait bâtir une infrastructure. Il fallait avoir une infrastructure pour pouvoir déployer son système. C'était beaucoup plus compliqué de maintenir tout cela avec des scripts aussi en Bash, en Shell, en PowerShell, parce que j'adressais plusieurs outils. Et là, a apparu Ansible. Là, je suis voilà, pour ceux qui ne le savent pas, Ansible, c'est un outil d'automatisation qui permet de se connecter, enfin, de faire de l'SSH, enfin, par SSH, de se connecter sur deux systèmes et puis de pouvoir les piloter. Donc, ça avait résolu mes problèmes, ça a permis d'avoir cette compatibilité ascendante entre les différents systèmes d'exploitation sans avoir à écrire le bash de FreeBSD n'est pas pareil que le bash sur du Linux ou bien Ouais. pareil que du bash enfin, du Sun. Donc, Ansible est venu résoudre ce problème. Et c'était l'époque où on savait qu'il y avait Ansible, il y avait Docker. Là, je me suis dit, ah tiens, il y a quelque chose qui se passe là. Il faut être au cœur de ce développement, au cœur de cette stratégie. Du coup, j'ai quitté Afrinic pour venir en France travailler avec plusieurs sociétés. Et finalement, j'ai rejoint aussi Red Hat en tant que senior consultant. Et là, j'étais exposé à beaucoup plus de contextes, d'infrastructures hybrides Ouais. et ça, c'est le début de ma grosse, comment dire, aventure pour finalement toujours avoir ce côté où je voulais toujours bâtir quelque chose en Afrique aussi. Mhm. Donc, m'a permis de dire, OK, apprendre le cloud, mais pas juste être simple utilisateur du cloud, mais être un acteur du cloud pour apporter des solutions, pour aider d'autres personnes à construire, à consolider leur système. Donc, d'où l'idée de faire le cloud souverain, d'avoir cette plateforme que j'ai montée à l'époque, qui nous a permis aujourd'hui d'être le cœur même de notre activité, qui est la Cloud Factory, notre outil de construction de cloud qui nous permet d'avoir notre cloud clé en main en moins de 24 heures en utilisant toutes mes connaissances, toute mon expertise et, et toutes les solutions entièrement open source pour mettre en place une solution clé en main, en fait. Donc voilà, j'ai été un peu long. C'est intéressant quand même de Non, vous montrer d'où est-ce que je pars et où est-ce que je vais, en fait. ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est exactement ce que je voulais entendre. T'as bien fait la chose. C'était absolument pas long. Merci beaucoup, Dany. Et en fait, t'es exactement arrivé à la question que je voulais te poser. Qu'est-ce qui fait le Cloud Factory? Et laisse-moi y répondre basiquement si j'ai bien compris ce que tu viens de me dire. Donc, euh, l'accumulation de toutes tes connaissances depuis à peu près le début de cette trend cloud qu'on peut mettre en 2009-2010.
c'est ça. Tu as accumulé toutes ces connaissances-là sur les différentes manières de déployer, sur les différentes manières de mettre à jour, sur les différentes technologies qui existent, les différents trends, parce que en 2010, on a eu le cloud, mais il y a aussi le DevOps qui s'est annoncé avec tous les CI/CD qui ont évolué, tout ça. C'est ça. Et vraiment un ensemble de technologies, plusieurs domaines de technologie où il y a eu une guerre de concurrence. On parlait de Puppet, mais dans Puppet versus Ansible, on peut rajouter versus Salt, versus Vagrant, versus... Enfin, c'était la guerre et ça allait toujours un petit peu, mais globalement, les gens ont leur outil pour leur usage aujourd'hui. Un mois avant, où enfin, tous les outils étaient utilisés pour faire la même chose à peu près. Mhm. Et donc, tu as accumulé des connaissances pendant plus d'une dizaine d'années aujourd'hui, puisque ça, si on est en 2024, donc ça fait à peu près 15 ans quand même. Oui, il y a 15 ans, Et, oui. et ces connaissances-là, c'est des connaissances avec des grosses bases dans sysadmin, du coup, sysadmin système et réseau d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et donc, au bout d'une dizaine d'années, comme ça, tu dis, bon, on va essayer d'automatiser mes connaissances et sortir de l'artisanat. Et tu nous as fait une Cloud Factory. C'est ça. C'est exactement ça. OK. Donc, c'est vraiment l'expérience de mes années en tant que réseau, en tant que moi, sysadmin, réseau télécom. Je fais aussi du développement aussi. Donc, donc ça m'a permis d'avoir vraiment cette casquette de pouvoir écrire, d'être autonome sur l'ensemble du moins de la chaîne. Et du coup, ça m'a permis de sortir aujourd'hui avec la Factory, qui est vraiment notre outil phare à partir duquel on est capable d'apporter une solution vraiment clé en main avec toutes les briques d'expertise, du moins que nous avons accumulé, enfin, que j'ai accumulé pour pouvoir déployer une solution cloud, en fait. J'ai une petite question troll. Oui. Mais OpenStack, c'est pas mort. Non, OpenStack, c'est pas bon, mais OpenStack a un peu de plomb dans l'aile. Non, c'est sûr que ça ralentit. En même temps, ça allait tellement vite au début que oui, forcément, ça ralentit. Mais non, non, c'est juste une question troll. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, mais je pense qu'OpenStack, pour l'époque où OpenStack était, comment dire, avait vraiment le vent en poupe, c'était quoi, en 2010, en 2013, Ouais. 2013, 2014, par là, OpenStack était vraiment l'outil pour permettre d'avoir le portail de self-service, avoir des services complètement par API managés, vraiment du moins, avait été développé dans cet outil, enfin, dans cette vision de tout est contrôlable par API. Mais Mm. sauf que, à l'époque, c'était très compliqué de le mettre à jour. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle version de mise à jour, il fallait y aller avec ceinture et bretelles. Et souvent, ça se passait mal. Donc, beaucoup d'éditeurs ont sorti leur version qui était entièrement managée. Il y avait Merantis, Oui. Red Hat qui a sorti sa version, il y a HP qui a sorti aussi sa version en fait, d'OpenStack. Il y a Huawei aussi qui a sorti sa version, qui a fait Ouais. du travailler depuis à l'époque. Et pour ceux qui étaient dans le monde communautaire, pour eux, c'était compliqué. Ils devaient y aller par eux-mêmes, les mises à jour, soit il fallait enfin, tout désinstaller et tout reconstruire. Souvent, les environnements en production étaient compliqués. Mais bon, OpenStack est resté comment dire, a ouvert le chemin, en fait. Je pense que OpenStack a ouvert vraiment le chemin. Et beaucoup de sociétés enfin, continuent de l'utiliser. Même nous, au début, on a commencé à l'utiliser. Même moi, je l'utilisais beaucoup au début. Mais sauf que là, maintenant, je commence à m'éloigner un tout petit peu parce que ça devient un peu compliqué à maintenir. Et puis, malgré toutes les évolutions en matière de containerisation qui a permis quand même d'avoir une certaine stabilité, ça reste quand même une super usine à gaz. Bah, en vrai, moi, je trouve que si on reste dans le contexte du IaaS, ça fait excellemment bien son travail, Oui, oui, mais vraiment excellemment bien. Ensuite, quand on veut entrer dans la trend de ce que les gens demandent, c'est-à-dire mettre un service Kubernetes, d'un coup, on garde les requirements pour installer un Kubernetes dans un OpenStack et on fait, ah, il faut ajouter ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Ouais, bon, c'est faisable. Mais c'est ça, ensuite, oui. ah, va falloir les mettre à jour et les maintenir. Ok. Ah, Compliqué. ça Je devient devrais plus. appeler Cloud Inspire. Et là, nous, ce que nous utilisons, nous n'utilisons vraiment plus OpenStack, mais on utilise plutôt OpenNebula.
D'accord? OpenNBA sera notre alternative à OpenStack qui va apporter cette couche multi-cloud, multi-plateforme. Et ce qui sera différent d'OpenStack, c'est que même sans OpenNebula, tout ton système peut continuer toujours à fonctionner sans problème. Donc, tu peux toujours y accéder en mode ligne de commande et puis l'opérer, même s'il y a un bug dans OpenStack, enfin dans OpenNebula. Contrairement à OpenStack, où si tu as un composant réseau, par exemple, qui ne fonctionne pas, toute ton infrastructure réseau, en fait, toute l'infrastructure OpenStack va s'effondrer, en fait. Du coup, tu as, enfin, la contrainte de maintenir tout le système opérationnel, tous les composants opérationnels, elle est, comment dire, cette dépendance, cette contrainte, elle est très forte, en fait. Hmm. Donc, Ah, c'est vraiment... Vas-y. j'allais dire, ça a plus une philosophie de chaos computing sur OpenNebula, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc, nous, enfin, avec OpenNebula, ce qui serait intéressant, c'est que même si une brique ne fonctionne pas, on peut toujours y aller en ligne de commande, on peut changer. Et comme il vient juste pas en changement d'infrastructure, il vient juste piloter un existant. Donc, OpenNebula va se baser sur comment est-ce que tu fais l'architecture de ton infrastructure, comment est-ce que tu la rends résiliente et va t'apporter toute la brique, je dois dire, intelligence, gestion, management, service manager au-dessus. Donc, ce qui fait que l'approche est un peu différente, au fait. Hmm. Donc, ce qui permet d'être beaucoup plus scalable parce que là, on va rentrer dans le vrai du sujet où ce sont tes compétences en tant qu'architecte d'infrastructure en mettant en place ton vrai, en fait, tes systèmes, tes réseaux, ta sécurité, comment est-ce que tu vas avoir ton cluster, comment est-ce que tu vas avoir en fait, ta résilience. Ça, il va falloir le faire. Et maintenant, au-dessus, tu poses ta couche OpenNebula qui va utiliser l'existant pour t'apporter les briques de fonctionnalités que tu as sur OpenStack. Donc, c'est vraiment l'inverse. Ok. Pour être honnête avec toi, ça me disait. Pour moi, OpenNebula, c'est un nom comme ça de loin. Je me suis jamais vraiment intéressé. Là, je suis en train de regarder un peu sa fiche. Je vois déjà que c'est sous licence Apache, ce qui est une très, très, très bonne nouvelle de mon point de vue, la licence Apache. Mais est-ce que tu sais un peu d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est cette technologie? Il y a un truc qui s'appelait Nebula avant OpenNebula ou qu'est-ce qui se passe? Non, OpenNebula, enfin, c'est vrai que c'est un vieux projet, hein, un vieux projet que je voyais, que je lorgnais depuis au début. C'est un projet qui est venu dans la même philosophie que, comment dire, que CloudStack à l'époque. Ok. CloudStack, qui était un outil aussi qui permet de faire du cloud, qui était une alternative comment dire, à OpenStack. Et à l'époque, moi aussi, j'avais développé aussi un autre outil aussi qui se basait sur la même technologie, sauf que à l'époque, moi, j'étais un peu tout seul à développer ce concept-là. Mais c'était toujours dans en fait, dans la même philosophie d'avoir un outil qui va simplifier les différentes opérations qu'on retrouve dans OpenStack. Tout ça était venu pour, en quelque sorte, comme une alternative à OpenStack, parce que OpenStack restait quand même assez compliqué. Hmm. Même déjà en matière de design d'infrastructure, il fallait respecter certaines conditions, certains prérequis pour pouvoir bâtir ses nœuds compute, ses nœuds réseau, son nœud de stockage, avoir deux, quatre réseaux avec une certaine capacité pour pouvoir... bref, déjà, dans l'architecture, c'était... voilà, il fallait Cadré. c'est ça. Et maintenant, si tu veux le faire sur une grosse, comment dire, à une dimension beaucoup plus large, avec plusieurs réseaux, plusieurs, comment dire, contraintes au niveau même de ton infrastructure, c'est vrai que là, ça devenait beaucoup plus compliqué. Où est-ce que tu mettais tes nœuds de stockage? Comment est-ce que tu gérais tes nœuds compute? Comment est-ce que tu mettais le réseau dans une infrastructure distribuée, par exemple? Hmm. Là, c'est vrai que ça posait pas mal de soucis, au fait. Et OpenNebula, et CloudStack étaient venus vraiment comme étant des alternatives assez sérieuses, hein, Hmm. comment dire, à OpenStack. Mais sauf qu'OpenStack avait le vent en poupe à l'époque, donc c'était vraiment la plateforme qui était plébiscitée par aussi les telcos. Mais c'est ça, disons, Hmm. enfin, les Ouais. telcos ne jurent que par OpenStack. Et puis, ils ont raison parce que ça permet vraiment d'accélérer, du moins sur le process, surtout en matière de NFV. Du coup, c'était les telcos qui étaient vraiment les porteurs des projets cloud, en fait. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas, sachant que maintenant, ça s'est beaucoup plus démocratisé et avec les hyperscalers, c'est vrai que ça a tendance
à être, même les telcos commencent aussi à aller vers vers les. Ouais, ouais, c'est très vrai. Ce que je trouve un peu bizarre. Mais bon, après, chacun décidera de ce qu'il a envie de faire. Moi, je plébiscite toujours plus la souveraineté. Tant que je peux avoir de la souveraineté, moi, c'est ce que je vais plébisciter. Mais après, chacun prêche pour sa Oui, paroisse. exactement. Oui, du coup, OpenStack n'est pas mort je réitère, hein, c'est le petit troll, la petite blague. Je sais que c'est pas mort. Il y a énormément d'entreprises, mais vraiment, quand on commence à s'y intéresser, on regarde qui c'est qui utilise OpenStack en privé. Il y a énormément d'entreprises qui l'utilisent pour faire des clouds privés. Et en cloud public, en Europe, je peux vous citer Fuga Cloud, Walala, OTC, Orange, et bien d'autres encore. Elastic en Suède, il y Voilà. en a vraiment beaucoup, beaucoup. Excuse-moi. Même, enfin, même la société qui fait du cloud, qui est basée en Suisse, là, qui s'appelle Infomaniac. Comaniac, ils utilisent de l'OpenStack aussi. Exact. Oui. Donc, même OpenStack a été utilisé même pendant très longtemps, même par Huawei, parce que Huawei venait Ouais. avec une solution complètement manager ses serveurs, Ouais. euh, un data center plus en Afrique, où il déposait directement tout un ensemble de serveurs connectés où tu avais ton OpenStack enfin, qui fonctionnait, qui tournait Ouais, directement. ouais, ça s'appelle OpenStack Fusion. Fusion, c'est ça, OpenStack Fusion, c'est ça. Mm. Et d'ailleurs, corrige-moi si je me trompe, mais moi j'ai toujours considéré que OpenStack Fusion était une alternative à Red Hat OpenStack. Oui, c'était l'idée de, comment dire, que proposait, comment dire, Huawei, notamment cette alternative. Ben, ici, il n'y avait pas que Huawei, il y avait aussi, comment dire, Ubuntu aussi, comment Ouais, ça s'appelle, c'est Canonical. Canonical ouais, aussi, qui proposait aussi une alternative, parce oui. que Red Hat a apporté cette notion de cloud, comment dire, de triple O, bien de cloud, d'OpenStack en OpenStack qui permettait Ouais, exact, oui. de manager. Donc, tu déploies de l'OpenStack pour manager ton OpenStack. Donc, avec la clé sur le triple O. Et c'est vrai que ça fonctionne, mais je l'ai déployé à plusieurs endroits. Ça a été un peu compliqué. Mais ça fonctionne. Ouais, Ça fonctionne. ouais, On est monté en version, ça fonctionne. Et justement, Huawei est venu avec leur version qui était alternative, qui permettait d'avoir les montées en version beaucoup plus facilement parce qu'eux-mêmes, ils écrivent leur propre module mm, et ils avaient leur propre gestion en fait, d'OpenStack. Donc, c'était vraiment une alternative comment dire, à Red Hat. La raison qui poussait les sociétés à aller vers du Red Hat OpenStack, c'est que c'était cette possibilité de pouvoir upgrader, c'est-à-dire pour changer de version, aller à la version supérieure. Comme je disais tout à l'heure, lorsque tu es en version communautaire, pour refaire les changements de version, il faut y aller vraiment ceinture bretelle, au fait. Et si ça se passe mal, tu risques d'avoir des clients qui sont en production, se retourner contre toi et tu risques d'afficher, je ne suis pas disponible. Je crois que l'argument d'Ubuntu, c'était Ubuntu from the top to the bottom. Oui, c'est ça. Parce qu'ils ont fourni enfin, pas mal fait de suite aussi, hein, donc avec leur Juju, donc pour méthode, Exact. à fournir une pile de solutions complètement managées qui va faciliter comment dire, la vie des utilisateurs et puis des intégrateurs pour que ça soit pas vraiment un challenge pour eux. Donc, c'est vrai que cette notion de cloud, on la retrouve un peu chez ces différents éditeurs pour apporter des solutions vraiment clés en main au fait, aux utilisateurs finaux, en fait. Donc, Mm. comme le proposait Mirantis ou bien HP aujourd'hui, c'est ce que propose Red Hat avec le OpenStack, Red Hat OpenStack. Ubuntu propose aussi, enfin Canonical, pourquoi j'appelle Ubuntu? Canonical aussi propose sa version d'OpenStack aussi qu'on peut déployer. Pareil pour Huawei. Je pense que Huawei sont en train de s'éloigner en fait, de l'OpenStack, ils sont en train de développer leur propre outil parce que j'étais à Vivatech la dernière fois, j'ai discuté avec un de leurs architectes ils m'ont dit qu'ils sont en train de. Ils continuent toujours de maintenir.
mais Mhm. ils ont parallèlement développé une autre version de leur suite de virtualisation pour fournir des services qui soient beaucoup plus adaptés à leurs besoins. Donc, eux aussi, Mhm. comme aussi d'OpenStack, mais ils maintiennent toujours ce qu'ils ont déjà déployé, mais ils sont en train d'envisager d'autres pistes, quoi. Ok. Il me semble que dans la solution de Red Hat, le Red Hat OpenStack, on n'a pas, il n'y a pas les machines qui sont prévues par Red Hat. Il construit ses machines, construit l'OpenStack et fait un bundle avec. Est-ce que je me trompe pour Red Hat? J'ai pas compris, tu peux redire, c'est-à-dire que est-ce que Red Hat. Euh, Red Hat te vend l'OpenStack avec sa maintenance et tout ce qui va avec, mais c'est à toi d'amener tes propres machines Oui, pour bien sûr, installer. c'est ça. C'est ça. Red Hat ne te fournit pas de machine. Red Hat te Ok. fournit la suite logicielle et applicative et leur support. Donc, Mm. par contre, ils sont compatibles avec un certain nombre de constructeurs comme Mm. IBM, HP, Mm. Dell, Nutanix. Voilà, ils vont te recommander donc des serveurs chez qui ils ont, les constructeurs chez qui ils ont une certaine compatibilité, certaine comment dire, adhérence. Et mais c'est à toi de fournir ton propre matériel. Ok. Contrairement à Huawei qui, lui, vient avec ses propres serveurs, ses LAN et tout. Où tu Ouais. as, voilà, ils ont enfin, conçu une solution prête à l'emploi, quoi, avec tout leur logiciel, tout leur câblage et tout. Toi, tu Ouais. prends le matériel, tu le connectes et puis tu es prêt à démarrer, quoi. Ok. Et du coup, c'est quoi la manière de faire de Cloud Inspire? À Cloud Inspire, on se met au-dessus. Donc, on va se baser sur, nous, on vient aussi avec la plateforme aussi, nous, on vient aussi avec la couche logicielle Ok. et on va se baser sur les infrastructures existantes. Donc, l'idée, c'est de ne rien changer sur l'existant et de commencer Mm. à le piloter comme un cloud, en fait. Donc, on viendra juste se mettre Ok. ou bien à côté. Et une fois qu'on accède aux différents hyperviseurs et aux différents routeurs, on va pouvoir lancer des scripts d'automatisation. On va pouvoir apporter le portail de self-service. On va pouvoir apporter ce côté multi-tenancy Mm. et apporter les services managés directement dessus. Ouais. Ok. Mon bon Jérôme, toi qui es si urbain, est-ce que tu as des commentaires à faire? Des commentaires, bah alors, on va voir. Je vais en avoir un juste après avoir posé ma question, qui n'est pas une question piège du tout, mais ça serait un constat. Euh, Parce que là, en fait, je vois surtout que c'est tellement haut que moi, je suis en train de fondre. Mon cerveau, il est en train de bouillir là, à l'intérieur. Donc, c'est complicado. Mais j'ai une question plus simple, beaucoup plus simple. Qu'est-ce que le Dany de maintenant, il dirait au Dany juste avant de commencer l'informatique et avant de commencer ses études dans ce domaine? Ah, qu'est-ce que je dirais maintenant à mon ancien Dany? Ouais. Je leur ai dit de ne pas lâcher la vision que j'avais au début, qui est de bâtir le cloud africain. Ça, c'est ce que j'avais comme idée à la base. Et c'est vrai que en temps, je me suis un peu éloigné de ce concept parce que je pensais que le continent africain n'était pas prêt et que je n'y arriverais pas. Et là, plus que jamais, je suis convaincu, plus sûr que c'est possible. Et j'aurais dit à l'ancien Dani, ne t'éloigne pas de ce que tu pensais être le bon chemin et de continuer à travailler pour y arriver, en fait. C'est ce que je lui ai dit, enfin, c'est ce que je lui aurais dit. Donc, Ok. voilà, plus, plus en phase avec cette idée-là que j'avais depuis. Et je mets tout pour pouvoir y arriver, quoi. Alors déjà, alors soit dit en passant, vous voyez, vous parlez de trucs ultra techniques, comme ça, du tac au tac. Je pose une petite question, comme ça, c'est un peu plus difficile, un peu plus lent la réponse, c'est marrant. Euh, C'était quoi? Comment expliquer ça? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Qu'est-ce qui t'a fait douter en fait sur le potentiel du cloud en Afrique? Euh,
Tout simplement parce que lorsque j'en parlais au début, beaucoup de personnes me disaient, mais pourquoi est-ce que j'ai envie de reconstruire Amazon, Google, et que c'était déjà des choses qui existaient déjà, donc c'est plus facile d'utiliser les hyperscalers, aujourd'hui les hyperscalers, et ça ne servait à rien de rebâtir la roue. Ouais. Euh, et c'était, en temps, j'ai moi-même failli à rentrer dans cette logique, quand bien Ouais. même que euh, il y avait moyen d'avoir des solutions qui soient pérennes dans nos data centers. Parce que c'était quoi l'idée au début? Lorsqu'on parlait de cloud, c'était tellement abstrait que des gens pensent que le cloud, c'est quelque chose qui est loin, lointain, lointain, c'est le nuage, en fait. Alors qu'on ne sait juste pas que c'est juste des machines qui sont hébergées dans un data center. Ils sont opérés d'une certaine manière. Ce n'est rien que ça. Donc, lorsque les gens vont acheter chez Amazon, chez Azure, ce n'est que de la configuration des serveurs, des routeurs, des équipements, en fait, en fait, des machines qui sont dans un data center et qui sont opérés. Voilà, on va te donner une interface, tu vas pouvoir commander toi-même, tu vas pouvoir automatiser un certain nombre de process, mais ce n'est que ça. Mais avant que ça n'imprime, avant que ça ne soit aussi clair pour moi, Hmm. pouvoir l'exprimer, de pouvoir le dire à comment dire, autour de moi pour voilà, que le cloud, on peut le bâtir sur nos infrastructures. C'est vrai que c'était très compliqué. En temps, c'est vrai que si tu le dis et que tu n'as déjà pas l'outil pour le montrer, parce qu'il y avait aussi ce côté-là aussi, parce que je le disais, mais à l'époque, je n'avais pas fini de développer aussi la Cloud Factory, je n'avais pas fini de faire le développement. Donc, c'était compliqué de montrer que c'était faisable. Et le chemin a été beaucoup plus long parce qu'une fois que même la plateforme a été développée, il fallait maintenant le, avoir ce discours, pas commercial, mais de discours de sensibilisation. Et ça, moi, venant d'un domaine hyper technique, c'était Hmm. compliqué de, de parler en langage humain, comme Et ouais. aujourd'hui, comment on va dire, autour de moi, pour que les gens réalisent que le cloud, ce n'est rien d'extraordinaire. En fait, tout n'est qu'automatisation, tout n'est que process, tout n'est que, comment dire, configuration, quoi. Je sais pas si vous avez remarqué tous les deux, Anthony aussi, à chaque fois, si vous avez des amis qui créent des entreprises comme ça, même moi, enfin vous-même en tant qu'entrepreneur, quand on veut créer un produit, il y a toujours un quelqu'un, un ami, un membre de la famille qui va dire bah, pourquoi tu veux l'inventer, c'est déjà fait. Tu veux créer un client Exactement. mail? Bah non, pourquoi? Il y a déjà Gmail. Tu veux vendre des t-shirts? Bah Nike, ils vendent déjà des t-shirts. Il y a toujours quelqu'un qui va dire ça. À chaque fois, ça m'est arrivé. C'est ça. Donc, pareil aussi, j'ai eu aussi ça, on m'a dit pourquoi est-ce que je veux créer ça? C'est déjà fait, utilise ce qui existe. Même les développeurs que j'ai pris à l'époque pour m'aider à développer, ils m'ont dit de revoir mes prétentions à la baisse parce que je demandais beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que c'était une époque assez compliquée, mais aujourd'hui, je me sens quand même assez fier de cette solution qui aujourd'hui nous permet de tourner, de lancer et de revitaliser, de relancer le projet du cloud africain. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Nous allons dans les data centers, enfin, dans les différents pays en Afrique, où on montre que voilà, le cloud, on peut l'avoir dans un data center. Parce que ce qui, aujourd'hui, euh, aussi la petite parenthèse, à l'époque, il n'y avait pas encore assez de data centers, il n'y avait pas encore assez d'infrastructures. Donc, on pouvait comprendre que pour beaucoup de personnes, pour beaucoup comment, d'opérateurs, c'était encore abstrait. Les data centers étaient des salles serveurs, donc on avait des problèmes énergétiques, on avait un problème de connexion, réseau, c'était mal configuré. Donc, héberger des serveurs aussi critiques d'autres personnes sur l'infrastructure, cette infrastructure qui n'était pas très stable, c'était compliqué. Donc, on peut comprendre. Aujourd'hui, en Afrique, quand même, il y a pratiquement près de 150 data centers. Mais ceux-là, c'est des data centers de classe mondiale, en fait, donc des tiers 3, donc qui ont au moins une certaine stabilité en matière énergétique. Les infrastructures d'interconnexion existent déjà, en fait. Aujourd'hui, on a près de 46, au moins 46 points d'échange en Afrique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 46 endroits en Afrique où les réseaux, aujourd'hui, sont interconnectés. Donc, les pays en Afrique aujourd'hui s'interconnectent à 56 endroits aujourd'hui en Afrique. L'investissement est déjà fait Ouais. en matière d'interconnexion parce que ce sont des points d'échange qui sont opérationnels. Les Hmm. data centers sont opérationnels et tournent malheureusement à vide.
Donc, c'est comme si aujourd'hui, il y a eu, déjà, c'était un effet de mode, donc c'était super bien que cet effet de mode-là, mais sauf que là, maintenant, il va falloir rentabiliser tout cela Mm. et, euh, et mettre en place des solutions enfin, qui vont jusqu'au bout, ou au lieu juste d'avoir juste des serveurs, enfin, des salles, des data centers vides, on va aller au-delà de cela pour apporter des services au-dessus, puisque ce que vont consommer les petites et moyennes entreprises aujourd'hui, ce qui les bloque, c'est déjà comment dire, c'est trop cher en Afrique, c'est trop cher. Ils se disent, souvent, lorsque tu appelles un data center pour dire, OK, j'ai envie de monter, j'ai envie d'avoir un serveur, une machine virtuelle, ils vont te dire, oui, nous, on te fournit le local. Ils te disent, bring your own gears, c'est-à-dire ramène tes propres équipements. Mais pour une petite entreprise, aller négocier chez le constructeur, faire le shipping, c'est-à-dire faire le transport, faire la douane, ramener l'équipement dans un data center, le monter, c'est-à-dire le racker, c'est une expertise. Ouais. Maintenant, tu as l'ingénieur, l'architecte qui va te configurer le réseau. S'il est bon, tant mieux. Maintenant, s'il n'est pas bon, tu vas avoir des dettes techniques. Finalement, pour installer ton application, pour lancer ton site web, qui peut-être ne va pas marcher. Donc, l'investissement est trop lourd au début et les gens se disent, allez, OVH, c'est combien? Boum, je vais là-bas. Scaleway, c'est combien? C'est 10 euros, c'est 20 euros. Allez, c'est beaucoup plus simple. Alors qu'aujourd'hui, les data centers sont, enfin, sont là, mais sauf qu'ils sont juste, ils tournent à vide, au fait. Et ça, Hmm. c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous, notre mission est beaucoup plus claire. Et heureusement qu'on entend, j'ai pas abandonné ce projet-là. C'est vraiment d'aider maintenant tous ces data centers-là à avoir des solutions jusqu'au bout, comme du top to bottom, mais sans que ça leur coûte tout l'investissement en matière d'ingénierie, en matière de technicité, en matière d'équipe support, mais vraiment une solution clé en main qui peut les aider à fournir ces services-là aux différents utilisateurs, mais en 24 heures, puisque nous, notre vélocité, on va même jusqu'à 24 heures, en 24 heures de delivery. Donc, comme tout est automatisé, c'est plus, une fois que les machines sont branchées, on est prêt à démarrer. Donc, en 24 heures, nous sommes opérationnels. Là, Maintenant, voilà. vous couvrez l'Afrique francophone ou anglophone, tout Aujourd'hui, on s'est donné comme on a segmenté notre target, c'est-à-dire que notre cible, nous avons segmenté d'abord pour l'Afrique francophone dans un premier temps parce que l'Afrique francophone est souvent très mal, comment dire, outillée en matière d'expertise et en matière Hmm. de contenu. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apporter ce niveau de maturité sur le, enfin, sur le côté francophone déjà. Et au même moment, nous sommes en train de tisser des partenariats avec certains partenaires sur le côté anglophone pour que, à partir de l'année prochaine, pour qu'on soit sur le continent complet, en fait. Ouais. Et j'avais vu sur ton profil LinkedIn, parce que j'ai fait mon stalker, je sais pas comment on appelle ça, que t'es Journaliste. bénévole. Comment tu dis? Journaliste. Oui, mon journaliste, ouais, c'est mieux, ça fait plus propre. Que tu t'es bénévole à l'African Network Operator Group. Est-ce C'est ça, que oui. c'est toujours d'actualité? Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ah oui, si, ça, c'est quelque chose même qui m'a donné comment dire, cette motivation de bâtir le cloud. Parce qu'Africa Network Group, c'est ce qu'on appelle AFNOG. C'est un groupe qui a été créé pour aider comment dire, les opérateurs télécoms. Donc, les opérateurs télécoms dans le domaine de, comment dire, au lieu d'être de simples utilisateurs, comment est-ce qu'on pouvait devenir des bâtisseurs d'infrastructures? Donc, comment est-ce qu'on peut créer son réseau? Comment est-ce qu'on peut créer, déployer ses services? Manager, j'ai déployé mon premier serveur de messagerie en allant dans ce forum. Donc, c'est sur 5 jours, c'est vraiment des formations intensives dans laquelle, voilà, mais c'est fait chaque année. Donc, il faut à l'époque, c'était un peu onéreux, donc il fallait quand même accumuler quand même pas mal de finances avant d'y aller. Et pendant 5 jours, vous rentrez dans un monde immersif où vous apprenez, comment dire, la base de la messagerie. En 2005, on t'apprenait à installer un serveur de messagerie, c'était extraordinaire. Tu pouvais configurer tes serveurs POP et IMAP et SMTP. Tu pouvais configurer ton serveur Apache, ton serveur web, communiquer avec tout cela. On t'apprenait les bases du réseau, du BGP, de l'OSPF pour faire enfin, du routage. Bref, vraiment, on nous apprenait, enfin, c'était des formations, il y avait des experts, des bénévoles aussi,
qui venaient donner de leur temps pour, comment dire, aider comment dire, ces jeunes en Afrique à Mhm. aider la connaissance. Et moi, j'ai trouvé ça, comment dire, super, comment dire, motivant, parce qu'il y avait c'est un docteur qui s'appelle le docteur Nick Wenner, qui est le père de l'Internet en Afrique. Euh, il a permis de créer ce vivier d'ingénieurs, de techniciens, d'opérateurs. Et là, je me suis dit, si aujourd'hui, moi, j'ai eu cette capacité aujourd'hui à bâtir, c'est parce que j'ai été exposé à comment dire, à cet écosystème-là. Et du coup, ça a fait naître en moi ce désir ou bien cette flamme de pouvoir aussi restituer ce que j'ai appris depuis tout mon parcours à la communauté africaine pour dire qu'aujourd'hui, sur le monde, dans le monde, on voit les clouds sur tous les continents, sauf en Afrique. Donc, moi, ma mission est maintenant aujourd'hui Il y a d'apporter une carte maintenant à jouer. Mhm. d'apporter le cloud en Afrique parce que au moment où tout le monde dit aller vers le cloud, moi, ma philosophie, c'est ramener le cloud en Afrique, en fait Mm. que voilà, sur le continent, on est des champions, des opérateurs qui soient comme Amazon, comme Google, comme Azure, mais en donnant, comment dire, empowering, comment dire, pour donner Mm. le pouvoir, mais enfin, le potentiel, mais peut-être que je ne sais pas comment dire, mais donner L'impulsion. euh, enfin, du moins sa capacité Ah, ok, oui. voilà, aux opérateurs d'être voilà de devenir comment dire enfin, des géants et au même moment continuer aussi cette formation de comment dire de bâtisseurs pour créer pour montrer aux différents jeunes, c'est-à-dire aux ingénieurs, pas d'être de simples utilisateurs mais d'être des bâtisseurs en fait. Ouais. Parce que je vais dire, si tu veux apprendre à utiliser Amazon, à faire des hyperscalers, vas-y sur le site des hyperscalers, tu fais ta formation, tu fais ta certif. C'est bien, c'est parfait. C'est bien de savoir ça aussi. Mais moi, enfin, ce que moi je préconise, c'est d'aller derrière la machinerie et d'apprendre à bâtir tout cela, en fait. Donc, moi, je viendrai plus dans un mode de bâtisseur plutôt que d'être un simple utilisateur parce que si tu es, moi, je le dis toujours, si tu es certifié Amazon, Google, Azure, tu es un certifié un parfait utilisateur, en fait. Donc, l'idée, Ouais, je c'est vois. vraiment de bâtir les infrastructures. Là. Justement, en parlant de bâtir, je termine avec une petite question faussement naïve, oui ou non, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une différence entre la manière, parce que tu es un businessman hein, aussi, au-delà d'être un ingénieur, est-ce qu'il y a enfin, une façon différente de faire du business en France et au Togo? Et si oui, c'est quoi cette différence? Ou ces différences, s'il y en a? Ah oui, il y a beaucoup de différences. Ouais. Beaucoup de différences. C'est vrai que sur le continent, il faut être résilient. Sur le continent Ah africain, oui? C'est le mot que tout le monde m'a dit. Il faut Tout le monde m'a insister, dit, il il faut être faut... Qu'est-ce qu'il y a? résilient. c'est. Mais quand même, je reste quand même un peu. Je reste très optimiste, en fait. Mais il faut être résilient. C'est-à-dire que ça ne se passe pas aussi vite qu'on aimerait que ça se passe Pas si parce que c'est fluide. Ok. un process. C'est un process et ce process peut être long. Donc, comme souvent, c'est des budgets enfin, qui sont votés au niveau des gouvernements. Donc, il faut attendre que le process aille jusqu'au bout. Si tu ne parles pas, que ce soit que tu aies le bon interlocuteur devant toi ou pas, ça peut être long ou rapide, au fait. Donc, il faut avoir du réseau, il faut avoir des connaissances. Euh, et, euh, et contrairement au marché européen où ça va vite, la connaissance est déjà là. Donc, donc il y a déjà un acquis sur lequel on peut se baser pour pouvoir, comment dire, scaler et puis apporter de la valeur. Alors que sur le continent africain, il faut déjà créer cette sensibilité, il faut déjà créer comment dire, cette ouverture d'esprit. Donc, c'est pour cela que le côté formation est très important pour nous parce que voilà, ça permet de vulgariser. Donc, c'est pour ça que nous faisons même des formations gratuites tous les jeudis. Hein. Donc, histoire de vulgariser, de démocratiser, mais de le rendre accessible, en fait, pour que les jeunes, les étudiants, on travaille aussi avec des écoles aussi et des centres de formation, pour que, en fait, la connaissance et cette complexité qu'on a tendance à mettre derrière les hyperscalers, Mhm. derrière ça soit la plus simple possible, en fait, pour que, voilà, on se rende compte que
au fond, rien ne change dans ce que le cloud apporte. Ce n'est que ce n'est qu'un mode de gestion devient plus flexible, qui devient beaucoup plus, comment on dit, plus automatisé, qui devient beaucoup plus prédictible, Mm. enfin, voilà, prévisible et tout. Donc, ce n'est que ça, en fait, en fait, du moins, ce qui est la nouveauté. C'est pas ça le plus dur, c'est de vulgariser ton métier? C'est ça. C'est vrai qu'au début, lorsque j'en parlais, personne n'y croyait, Hmm. j'avais l'impression d'être le seul au monde. Jusqu'à la crise Covid. Ah oui, Ça, là, ils ont commencé à comprendre. on a commencé à parler de souveraineté. J'ai dit, ah tiens, ça fait plaisir. Ouais. Beaucoup de gouvernements commencent à parler de souveraineté je pense que c'est le début de tout ce process. Et la crise aussi, aujourd'hui, géopolitique aussi, montre que la souveraineté est plus que, comment dire, plus que jamais comment dire, ça ne peut plus se négocier, en fait. La souveraineté n'est plus une option, quoi. C'est-à-dire il faut garder ça. Essentiel. Ok. Bah voilà mes questions. Qu'est-ce que t'en penses, Anthony, de mes questions? Tiens, autre question. Qu'est-ce que tu penses de mes questions, Anthony? Alors, je te donnerai un 17,47 sur 20. Pas mal. Je peux Mais pas te donner le barème de notation, ce serait beaucoup trop long, mais globalement, comme tu peux le voir, j'estime de qualité tes questions. j'ai Ah, jamais eu c'est- cette note, donc merci. 17,47. Je vais imprimer un diplôme, je te l'envoie. Il n'y a pas de souci. Merci. Alors, Dani, j'avais une petite question. Est-ce que tu peux me donner un exemple de produit banger, un best-seller que la plupart de tes clients te demandent? ah oui. Euh, comment dire, au début, lorsque j'ai mis en place la Cloud Factory, je l'avais fait dans le contexte dans lequel j'ai évolué, notamment en France, en Europe. Et voilà, donc je parlais de conteneurs, de Kubernetes. Donc, on peut déployer du Kubernetes à ses services, on peut déployer du stockage, on peut déployer des réseaux dans tous les sens, faire, comment dire, des réseaux mesh, déployer vraiment le nec le plus ultra tu vois, des environnements hyper dynamiques. Hmm. Euh, Sauf que lorsque je pars chez mes clients, la plupart de mes clients aujourd'hui qui sont en Afrique, ils me disent, est-ce que je peux avoir de la messagerie? Est-ce que je peux avoir mon système de travail collaboratif? Est-ce que je peux avoir mon WordPress? Est-ce que je peux avoir Hmm. mon site web? Est-ce que je peux... Bref, quoi, c'est-à-dire que je me suis rendu compte, est-ce que je peux avoir du backup? Ouais, Est-ce que je peux avoir de la supervision? Donc, je me suis rendu compte que j'étais à, moi, je voulais pousser quelque chose qui n'était pas demandé, en fait, par le marché, en fait. Le marché est beaucoup plus proche des choses qui fonctionnent. À la limite ouais, de Kubernetes, Docker, oui, c'est bien, mais on ne connaît pas trop, c'est pas ça, ça ne répond pas encore à notre besoin. Quand bien ouais, même, on va le déployer derrière en sous-bassement comment ouais. dire, pour le site web, mais ce ne sera pas ce que le client va demander. Hmm. Aujourd'hui, ce qui fonctionnera chez nous, ce sera du Nextcloud, ce sera de l'Odoo, ce serait de la messagerie, ce serait des machines virtuelles, ce serait du backup, de la supervision et même de la formation. Ouais. Aujourd'hui, ce qui est demandé chez beaucoup, c'est la formation. On veut apprendre à devenir DevOps. On veut faire comme toi. On veut avoir les outils. On veut avoir cette capacité de comprendre, de pouvoir gérer plusieurs environnements, notamment cette culture SRE ou bien cette culture DevOps. Ouais. Euh, voilà quoi, ce sont des choses qui sont demandées. Donc, tu vas dire que ce qui est vraiment ce qui est vraiment demandé, c'est l'information. Yes. C'est vrai que monter un IaaS, c'est souvent un objectif d'IT pour IT. C'est ça. Et qu'un business, souvent, il veut aller à l'essentiel. Et même quand on lui dit Kubernetes, il se dit ah, mais c'est la vague sur les gars, sur laquelle les gars ils surfaient. Ça a l'air sympa, mais moi, je suis pas sûr de savoir surfer ce genre de vague. Est-ce que tu peux me l'installer le Kubernetes et l'utiliser pour moi?
Alors que moi, je veux des VM, en fait, ou un C'est ça. truc qui marche avec une API. C'est ça. Donc, ouais, c'est vrai que c'est relativement compliqué. Et j'avais une deuxième question au niveau de, du IaaS, justement. Moi, je travaille avec beaucoup de cloud providers publics. Et un des nerfs de la guerre, c'est le taux d'occupation de leur part métal. Eh bien, métal. Quand une équipe product management elle commence à designer les produits, elle les fait, elle se dit OK, ça va être ça, et rapidement on va leur poser la question quelle est la rentabilité, enfin à quel pourcentage d'occupation est-ce que notre machine est rentable? Par pourcentage d'occupation, j'entends que, disons que j'ai un bar métal qui a 64 CPU et 1 Tera de RAM. Ce bar métal, je l'utilise pour créer un cloud, privé, public ou ce qu'on veut. Il va pas y avoir tout le temps les 64 CPU qui sont utilisés. C'est ça. Et souvent, les cloud providers vont dire, à partir de 32 CPU, c'est rentable pour nous de le faire. Et ça signifie que dans, par exemple, 1 an, la plupart, c'est 1 an. Moi, j'aurais dit 3 ans, 5 ans, mais la plupart, c'est au bout d'1 an, on est rentabilisé. Excusez-moi. Donc, à 32 CPU, au bout d'1 an, on est rentabilisé. Si on a réussi à vendre 64 CPU, on est ultra rentable. Et si on en fait moins, bah, il faut se poser des questions. Et toi, tu entends souvent ce genre de choses, même par exemple venant des gens, des clouds privés, puisque les clouds privés, ils ont investi dans le CAPEX et quelque part, ça leur change rien. Mais ils peuvent se dire l'année prochaine, on mise moins gros, quoi. C'est ça. Et ça fait partie de notre de l'outil La Cloud Factory, où Mhm. l'idée, c'est vraiment d'optimiser l'utilisation de ce que vous avez déjà en existant. Donc, on va venir comme avec des outils de supervision déjà, pour voir ce qui est utilisé, comment est-ce que c'est déployé, de même faire la consolidation. Donc, ça Hmm. veut dire que tu peux même commencer à consolider en fait, ton infrastructure parce que tu verras que voilà, c'est un peu, tes bare metal sont un peu dans tous les sens. Tu en as pris un en edge computing, tu en as pris certains qui sont on-prem. Et comment est-ce que tu gères tout cet écosystème-là? Donc, on vient pour t'apporter cette solution-là comment dire, d'optimisation en fait, déjà de ton infrastructure, parce que l'investissement, il est déjà fait. Donc, Hmm. si tu ne l'utilises pas, c'est dommage. Donc, comment est-ce que tu peux optimiser l'utilisation de ce qui est déjà fait et consolider au besoin les ressources? Et maintenant, si tu n'utilises pas certains, tu peux soit les décommissionner ou bien soit les remettre en location. Mais bref, c'est avoir cette vue 360 sur ton infrastructure, sur tes assets, déjà que nous apportons comme étant une solution aussi, où tu peux déjà commencer par rentabiliser ce que tu as comme investissement. Parce que si tu as des serveurs que tu n'arrives même pas à savoir comment est-ce que c'est rentable et comment tu peux optimiser ces coûts-là, c'est vrai que c'est dommage au fait. Et l'autre point aussi que nous apportons aussi, c'est cette possibilité de faire des migrations. Donc, tu peux même migrer automatiquement en fait, ton workload que tu as sur sur des serveurs distants, par exemple chez les Mhm. ou bien sur un serveur en edge computing, chez OVH, Scaleway ou bien Hessner. Tu peux les migrer soit sur ton bare metal s'il n'est pas utilisé, ou Mhm. bien on va te dire que bon, finalement, ça me revient trop cher d'avoir mon bare metal sur, comment dire, dans mon data center en matière de rentabilité. Ce n'est pas intéressant. Donc, tu peux fonctionner purement en edge computing. Donc, tu prends juste des serveurs, des bare metal chez en edge computing et tu déploies toute ton infrastructure là-dessus. Mais comme tout est maîtrisé, tu déploies tes routeurs, tu déploies ton... C'est comme si tu déployais des différents clouds en prenant comme support des bare metal fournis par les différents enfin, providers, en fait. Ok, d'accord. Toi, tu restes vraiment en gestion, en contrôleur de, voilà, mes différents serveurs que j'ai chez différents fournisseurs qui est consolidé. Et là, ça te donne cette possibilité si on te prenne, ce n'est plus rentable, en fait, tu réduis tes coûts. Tu peux les remettre en location ou bien en vente, ou tu les décommissionnes et tu Hmm. fonctionnes comme en computing. Ou bien si tu peux ramener ton workload on-prem. Donc, tu as cette facilité-là de pouvoir jouer et décider de ce qui sera mieux pour toi, en fait.
D'accord, d'accord. Donc, avec la Cloud Factory, je peux vraiment prendre n'importe quelle infra, que ce soit celle on-prem ou celle publique, et dire on va créer une infra virtuelle qui correspond à mon usage. Exactement. Donc, tu peux, par exemple, fonctionner. Je peux dire, voilà, je vais prendre un peu de Hessner, un peu de OVH, un peu de Mhm. Scaleway. Ouais, J'ai ma machine virtuelle, mon VMware on-prem. J'ai aussi mon KVM on-prem. Donc, pour moi, tout cela, tout ça, là, c'est mon cloud à moi. ouais, Et ouais. là, maintenant, je peux décider de dire, OK, une partie sera dédiée pour tel client, bien pour tel usage, et telle partie sera dédiée pour tel usage. Mais tout ça là, c'est mon cloud que je peux manager. Je peux déplacer le workload enfin, du moins, d'un endroit à l'autre et puis libérer de la place au besoin. Donc, cette simplicité de migration, de gestion est intégrée à la Cloud Factory aujourd'hui. D'accord, d'accord, très bien, merci. Merci pour les Donc, détails. bon, vraiment, c'est vraiment c'est ce côté de. En fait, ta Cloud Factory a été pensée dans le sens où c'est comme si c'était un assistant, un ingénieur que tu avais à côté, qui va faire les tâches d'administration pour toi, pour que tu gagnes du temps, en fait. Mm. Même toi, en tant qu'ingénieur, tu n'as pas, soit tu as les capacités, les techniques de le faire, mais comme c'est du moins, tu as une interface graphique qui te permet de faire la manipulation, tu as aussi une interface par API, tu as aussi une interface par ligne de commande, tu as aussi des modules Ansible, Terraform, donc tu peux toujours l'intégrer à tes outils. Mais l'idée, c'est vraiment d'être, comment dire, même un simple utilisateur qui n'a pas toutes les connaissances techniques est capable de déplacer un workload d'un endroit à l'autre et de pouvoir rechanger l'architecture de son infrastructure au besoin, redéfinir ses routeurs, redéfinir ses différentes politiques de sécurité, mais tout cela à chaud, en fait. Et c'est ça que nous apportons. Donc, normalement, pour le faire, il faut maintenant mobiliser une équipe qui doit être capable de pouvoir gérer une telle charge avec les problèmes soit il a les compétences, soit il n'a pas. Mais ça, tant Mm. qu'il a fait ses preuves, en fait, tu sais pas, en fait. Yes, 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 yes. Et j'ai une petite question qui me chatouille, Et vas-y. que j'aime bien poser aux fournisseurs de cloud, c'est quand un client vient te voir et qui dit je veux une infra sécurisée qui ne tombe pas, avec un plan de reprise d'activité aux petits oignons, que tout soit opérationnel, est-ce que vraiment ils mettent l'argent pour avoir leur sécurité? Ah ouais. Ça, Est-ce que vraiment ils le font? c'est-à-dire que la première question, c'est vous avez quoi comme budget? C'est ça, en fait. C'est-à-dire, combien êtes-vous prêt à mettre dedans, en fait? C'est ça. Hmm, Parce que c'est vrai qu'avoir une architecture, plus on veut tendre vers le zéro downtime, hmm. en fait, moi, c'est comment dire, que ça tombe jamais, plus l'infrastructure est chère à maintenir. Maintenant, ce que nous avons comme solution pour ce genre de situation, c'est qu'avec la Cloud Factory, tu es capable de faire des backups et de tes backups-là, redéployer ton instance. Donc, dire que tu es capable de rejouer ton instance chez le fournisseur de ton choix. Donc, c'est-à-dire que je peux prendre un serveur chez OVH ou bien chez Scaleway et avoir mon workload, c'est-à-dire mes serveurs de production chez Hessner, par exemple, un fournisseur cloud. Et je me dis, OK, les backups de chez Hessner seront envoyés chez OVH. Hmm. Donc, si un problème avec Hessner, que le data center de Hessner est complètement HS, je sais que j'ai des backups de mes machines, de mon infra chez OVH. Et depuis OVH, je suis capable de redéployer peut-être chez OVH même ou bien chez Scaleway. Donc, c'est notre approche de plan de continuité, disaster recovery, où voilà, chaque sauvegarde pour nous est capable d'être redéployée. Donc, ça Yep. permet d'avoir cette simplicité. Et pourquoi? Parce que souvent, le backup fait partie des opérations qu'on fait toujours dans le process comment dire, de configuration d'infrastructure, on le met toujours au D3 ou bien, enfin, au jour 3 ou bien au jour 4. Pour Hmm. dire, OK, nous allons construire l'infrastructure, on va mettre en place, les prérequis sont là, on configure les services et on fera le backup après. Donc, c'est Hmm. toujours quelque chose qui est relégué à la fin de la mission ou bien à la fin du process. Et souvent, on a la flemme ou bien on l'a pas bien fait ou bien on a un autre challenge qui est arrivé. Le backup, on le fait, on n'a jamais testé, on se dit que ça fonctionne. Et, et c'est lorsque le désastre arrive et qu'on se rend compte que les backups n'ont jamais fonctionné. Et
c'est comme tout, hein. On peut perdre un serveur, mais comme émotionnellement on est attaché aux données, et si on peut dire, je peux perdre mon serveur, mais les données, émotionnellement, on est trop attaché. On dit, est-ce que je peux récupérer le disque dur? Donc, parce qu'on a tout dessus, en fait. Et là, en tant que responsable d'infrastructure, vous avez une responsabilité de garantir, c'est-à-dire la responsabilité, elle est doublée, en fait, elle est triple même, tu dois dire, parce que vous gérez les données d'autres, comment dire, d'autres personnes et vous devez garantir que la donnée comment dire, est récupérable et qu'elle n'est pas compromise et elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas, que personne d'autre n'a enfin, accès. Donc, Ouais. vraiment, qui est vraiment, doit être vraiment au cœur de de votre politique. C'est tellement critique que on relègue ça, malgré ça, au dernier rang. Donc, donc c'est pour nous, notre approche, c'est déjà le jour 1 où on te déploie la Cloud Factory dans solution, tu as déjà le backup qui est intégré. Tu peux avoir ta propre solution de backup. Ouais. Mais nous intégrons le backup par défaut. Nous utilisons du Restic, une solution entièrement open source aussi, pour faire les sauvegardes. Donc, on fait les snapshots et et puis, ça te permet d'avoir ton backup que tu peux restaurer à n'importe quel moment sur n'importe quel site. Puisque pour nous, les cloud providers ne sont que des hosts, au fait. C'est-à-dire qu'on utilise les cloud providers comme étant juste des points où on a envie d'exécuter un workload. Puisqu'on ne va pas exécuter la VM du fournisseur, on va venir avec nos propres VM. Donc, tu construis ta D'accord. propre VM, tu construis ton propre réseau, tu viens avec ta propre sécurité, tu viens avec tes propres mécanismes et on va consommer que du bare metal chez les différents fournisseurs. Et de là, Ok. chaque bare metal, on va pouvoir déployer son réseau, Open vSwitch, son réseau Bridge, son réseau Linux, son réseau VXLAN, voilà, enfin, avec le protocole de ton choix. Et de là, tu construis tes VM parce que tu vas déplacer ton image, tu vas la poser sur le bare metal et de là, tu Mm. déploies ton réseau, tu déploies ton infrastructure. Et ça, c'est ça que tu vas répliquer sur l'ensemble de tes fournisseurs. Donc voilà, quoi, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Ok. Ok, ok. Et tu m'as donné plein de noms sur le cloud, des Scaleway, des OVH. Pour être équitable, on va ajouter 3DS Outscale, on va ajouter Kula, on va ajouter plein d'autres, plein d'autres, plein d'autres. Mais tu vois, là, ce que tu me dis, c'est marrant parce que d'une part, tu m'as pas donné les gros hyperscalers américains. J'imagine que c'est parce que tu es plutôt axé sur la souveraineté. Oui, Et d'autre part, tu m'as cité des cloud providers qui permettent le multi-cloud, en fait. oui, c'est ça. Les hyperscalers, c'est dans le même lot que la souveraineté. Enfin, je retire ce que j'ai dit. Il y en a certains qui considèrent qu'on peut faire de la souveraineté avec eux. Je vous laisse dans le truc. Moi, c'est pas mon cas, mais continue. On veut des noms. On veut... Non, j'ai pas de nom. Il y a plein de gens. C'est une communauté. Voilà. C'est une C'est ça. communauté de personnes qui considèrent qu'on peut faire de la souveraineté en étant en Amérique. C'est ça. Mais chacun son truc. C'est pas ça le problème. C'est pas ça. Arrête de nous monter les uns sur les uns contre les autres, Jérôme. Ok? Tu arrêtes de ce genre d'exercice. C'est Pardon. pas bien du tout. Et donc, ces hyperscalers sont non seulement pas forcément souverains, mais aussi n'autorisent pas forcément le multi-cloud. C'est pas qu'ils vous l'interdisent, hein, ils vous disent pas non, tu n'as pas le droit de faire de la AWS et du OVH, c'est pas ça. C'est qu'ils vous disent que pour envoyer tes données chez OVH, tu vas payer cher. C'est ça. Et que si tu as envie d'opérer une infra qui est entre les deux dans la même ville, ça va te coûter très cher. Et du coup, toi, naturellement, en fait, Dani, tu t'es tourné vers ces opérateurs qui sont tiers 2 parce que c'est pas les leaders de marché, mais en fait qui te donnent des opportunités de naviguer et d'évolution qui sont bien plus grandes, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que je vais plus travailler avec comment dire, on va les appeler David, les David enfin, contre Goliath. Donc, Mm. ceux-là qui Mm. vont vraiment apporter déjà ce côté flexible où eux, ils ne vont pas te locker parce que, Mm. voilà, les hyperscalers, leur fonction principale, c'est le lock-in. Oui, c'est l'acquisition client pour Le ensuite one way. Ouais, l'utiliser.
Ça, c'est one way. Une fois que tu t'embarques dessus, ils te fournissent tellement de services managés autour que tu te dis, on est quand même bien là. Pourquoi? C'est-à-dire que tu sais comment tu vas à l'hôtel, voilà, on te aux petits soins, tu as besoin de supervision, tu as du Natras par ici, tu as des services qui sont prêts, tu as besoin de backup, le backup il est intégré, tout ça là, En mais plus, tout gratuit pendant un an en plus, hein. voilà quoi. C'est sauf que jusqu'au jour où tu vas commencer à voir la facture, je dis, oula, le service manager, quand même, ça coûte un peu cher quand même. Maintenant, après, si tu as le moyen, après, si tu as le moyen, il n'y a pas de problème. Hein, si tu as le moyen, Mm. tu consommes ça sans problème. Maintenant, pour les petites et moyennes entreprises qui ont envie euh, de, de faire les choses, il y a moyen enfin, de faire autrement. Mais franchement, parce que voilà, même si tu le prends comparé même en bare metal, une machine que tu prendrais chez les clouds européens, enfin chez les cloud providers européens comme, comment dire, Upscale, Ah ouais, Outscale, ouais. Upscale, OVH, euh, Open euh, Telecom Cloud ou plus encore. une machine de taille moyenne, voilà, qui va te faire quoi, du 64 vCPU, enfin du 64 Go de RAM, disons, du 16 cœurs, et puis 500 ou bien 1 Tera de stockage. Voilà, tu peux l'avoir quoi, pour $100, 200, $150, ou bien 150 euros au Mm. maximum pour une configuration par là. Tu peux même aller même jusqu'à 200 chez certains, mais voilà. Mais la même chose chez les hyperscalers, qui est une configuration normale, hein, c'est-à-dire ce n'est Ouais, pas, enfin, ce n'est pas excessif, ça, c'est enfin, une configuration de ce genre. Tu ouais, l'as pratiquement à 10 fois le prix, quoi. ouais, tout à fait. 10 à Et, 10 fois. et en réalité, si on veut pratiquer des meilleurs prix chez les cloud providers, ah bah, il faut partir dans une logique inverse du cloud et bah, partir sur des provisions sur 3 ans, tout simplement. C'est ça. Et là, on commence à être à des prix comparables avec les David, justement. C'est ça, oui, c'est ça. Donc, vraiment, c'est pour ça que moi, nous avons plus plébiscité ceux-là et travailler avec eux. Parce que non seulement, comme nous venons aussi avec nos propres services managés, donc c'est beaucoup plus rentable pour nous de les utiliser, d'utiliser leur bare metal et de construire toute notre infrastructure à travers leur réseau Mm. euh, que d'aller utiliser les services complètement managés de l'autre côté chez les hyperscalers et puis d'être locké là-bas en fait. Mm. D'ailleurs, sur ton site internet, j'ai vu une chose qui m'a tout de suite frappé, c'est que tu dis chez nous, c'est vendor lockout. C'est ça. Et ouais, t'as bien raison, tu as bien raison parce que, enfin, avec tout ce que tu viens de m'exposer, en fait, oui, c'est clairement ça. Non seulement tu te fixes pas sur un cloud provider, mais en plus, tu essaies d'éviter les technos qui vont te loquer. Mais en plus, tu dis, oui, mais ça pète chez OVH, moi, je te transfère facile et tout de suite chez Scaleway ou chez 3DS ou chez n'importe qui. C'est ça. Donc, Donc, même sur ton on-prem, une fois que tu as du on-prem, voilà quoi. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'être vraiment, de ne pas être lié à un fournisseur, en fait. C'est-à-dire que voilà, du moment qu'il nous fournit du bare metal, on est capable de se donner cette interface là-dessus. C'est cette vision, voilà, du lockout, en fait, que qu'on pousse vraiment. et toi, Jérôme, est-ce que tu t'es déjà surpris à être en plein vendor lock-in? Ah bah attends. Ah bah alors là, t'as réveillé le syndicaliste qui est en moi. Non, bah le plus gros, c'est Apple pour moi en tant qu'utilisateur non ingénieur. Pas faux. Ouais, Apple, l'écosystème, c'est un cauchemar absolu, quoi, de s'en sortir. c'est ça. Euh, et puis après, à part ça, si Hermos Patrocinas, le supermarché où je vais, lui, il me lock parce qu'il fait des super bons pains au fromage. Puis après, je peux plus aller faire mes courses ailleurs. Mais sinon, ouais, non, Pas en tech, non, non, c'est juste Apple, hein. C'est ça. pas faux. C'est-à-dire qu'Apple, quand même, c'est bien. Une fois que tu es dans l'écosystème d'Apple, tu restes purement Apple parce que tout est bridé Apple. Sauf que Voilà. moi, même moi, j'utilise l'ordinateur d'Apple, enfin le Mac, parce que c'est robuste. Mais j'utilise un téléphone Samsung. Ouais, mais il Pourquoi faut se j'utilise? forcer, en fait. Il faut se forcer à faire ça, en fait.
Donc, moi, j'ai utilisé du Samsung, je n'ai pas utilisé de L'iPhone. l'iPhone. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est, je n'aime pas enfin, pas rester dans une situation de monopole, au fait. Je pense que c'est Ouais. par essence, je suis comme ça. J'aime toujours aller vers les chantiers, comment dire, inexplorés. Et puis, où, lorsqu'on dit tout le monde regarder à gauche, je dis, eh ben, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas regarder à droite? Alors, voir ce qui se passe à droite. Et voir ce que j'essaie. Ah, c'est marrant, on en parlait avec Anthony en off il y a quelques jours, que si on voit tous les moutons qui vont par là, il va falloir prendre peut-être l'autre direction pour aller voir ce qui se passe, parce que c'est pas normal, quoi. Parce que c'est vrai que même dans cet écosystème où le tapage médiatique, le lobbying médiatique fait que tout le monde a tendance à aller vers le cloud, en fait. C'est-à-dire, on pousse tout le monde à aller vers les hyperscalers. Mais c'est tellement, c'est tellement bruyant que nous, lorsqu'on dit attention, mais on peut avoir le cloud chez nous, on peut avoir le cloud privé, on peut avoir le cloud hybride, on peut avoir le mode multi-cloud, que nous, on est pratiquement inaudible. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde doit aller vers C'est un mouvement le cloud. naturel. Mm. Ça. Et au point où, même lorsqu'il y a eu cet incident avec le CrowdStrike, mais c'est. Et là, ça a jasé dans tous les sens. On s'est rendu compte que tous les systèmes étaient uniformes. Donc, lorsque ça s'est fait à droite, tout a été paralysé. Il y avait même des architectes qui ont fait leur solution ouais, de multi-zone A, Z et tout, mais tous qui sont chez le même provider. Donc, lorsque ça arrive chez le même provider, malgré ta solution de super multi-site, différentes zones A, Z et tout, comme ça n'a pas été pensé multi-cloud, tout s'effondre au fait. Ouais. Et c'est marrant parce qu'en fait, j'ai lu un article il y a pas longtemps par rapport à CrowdStrike, qui est Mhm. extrêmement cher apparemment. Du coup, au Brésil, là où je vis, ils utilisent une autre solution. C'est quasiment inexistant au Brésil, le marché, enfin, CrowdStrike. C'est juste en Europe et aux US qu'ils sont utilisés. Et ben, grâce à ça, en fait, ils utilisent un service beaucoup moins cher, différent, on va dire, du service utilisé par la masse. Et donc, du coup, ils ont eu quasiment aucun problème, à part certaines FMN, mais pas FMN, hein. Les firmes multinationales. Et puis, du coup, ils ont été tranquilles. Donc là, pour le coup, encore une fois, c'est celui qui a pensé un petit peu out of the box, parce que faut le dire, les entreprises brésiliennes, elles sont extrêmement riches aussi. C'est juste qu'elles ont elles pensent beaucoup peut-être plus à la dépense qu'en Europe ou aux US. Mais du coup, elles sont pas retrouvées dans le caca comme d'autres C'est ça. boîtes et aéroports. C'est ça. Et c'est vrai que c'est parce qu'on n'a pas, on pense pas forcément au cloud. Et c'est la tendance, au fait, aujourd'hui, tout le monde va vers le cloud. Les hyperscalers, c'est le mouvement naturel, quoi, comme tu l'as dit. Tout le monde y va, tout le monde y va, tout le monde y va. Euh, Après, comme c'est deux écoles, hein, certaines personnes te disent que c'est la souveraineté. Je ne vais pas débattre de cela. Ils te disent qu'on va créer des classes souverains avec, je pense, que c'est avec Atos et puis Google. Il y a avec. Oui, il y a toujours. Ils ont tous fait un mix pour arriver en Europe. On va pas débattre de ça parce que Non, c'est souverain, c'est pas grave, c'est souverain. c'est pas grave. C'est ça. Faites Donc, c'est vrai que confiance. c'est ça. Donc, maintenant, c'est vrai qu'on parle plus de souverain, on ne parle pas de confiance. On te dit le cas de confiance. Ouais, sort pas les mots qui fâchent, Géraud. Ouais, s'il te plaît, les clouds de confiance. On se calme, ok? C'est ça. Donc, après c'est vrai que le tapage médiatique, il est tel que voilà, tout le monde a tendance à aller vers le cloud et tout le monde à aller vers le cloud. Et c'est là où voilà, nous avons cette mission, bien, moi personnellement, j'ai cette mission de dire, OK, au lieu de, de laisser le continent africain comme ça, vide, sans solution, c'est d'apporter une alternative aujourd'hui et puis de montrer qu'il y a un moyen de faire aujourd'hui. Parce que ce qui serait dommage, c'est de n'apporter aucune solution et que les sociétés aujourd'hui soient très prêtes pour y aller et qu'elles n'aient pas le choix que d'aller vers ces cloud providers-là parce que voilà, aujourd'hui sur le marché, il y aura pas le choix, en fait, il n'y a pas d'alternative. S'il n'y a pas le choix, ils vont prendre le choix par défaut. Alors qu'aujourd'hui, nous apportons une vraie alternative, en fait. Aujourd'hui, il y a moyen d'opérer le cloud dans le data center en Afrique et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mm. Yes. Voilà. Vas-y, Jérôme. Non, non, je voulais juste dire que, en fait, Euh, en gros, il faut pas en vouloir aux gens d'aller chez AWS. Je pense qu'en fait, que naturellement, en tant qu'humain,
Non, mais je sais très bien que tu le penses pas, hein, Dani. Mais ce que je veux dire, c'est que naturellement, on va pas chercher la friction mentale. On va chercher la simplicité, le truc évident, en fait. Et je pense que justement, les alternatives, elles doivent se rendre évidentes pour que, en fait, il n'y ait pas de besoin il n'y ait pas cette friction aussi. Voilà, C'est c'est tout ça. ce que. Sûrement, en fait, ça c'est vrai parce que même ça, en fait, c'était vraiment le vrai challenge que pour nous. Parce que voilà, nous sommes quand même on a dit, nous sommes quand même les derniers de la liste, hein, dans le monde, sur le continent africain, il y a peu de fournisseurs cloud. Et lorsqu'ils te disent qu'ils font du cloud, tu vois que derrière, c'est les revendeurs des hyperscalers. Ils disent qu'ils font du cloud, mais derrière, ils te revendent du Office 360. Ouais, c'est une surcouche. Hmm. Ouais. Mm. Donc, c'est juste, tu passes par eux enfin, pour repartir aux États-Unis, quoi, tout Hmm. simplement. Donc, nous, c'est vrai que nous, notre challenge, il est double parce que nous, on doit apporter déjà, convaincre déjà que c'est possible et de garantir que ce que nous apportons est stable et que c'est solide, au fait. Donc, c'est-à-dire qu'en aucun cas, c'est que notre confiance peut être ébranlée et le trust, enfin, la confiance qu'ils ont en nous peut très vite repartir. On dit, ah oui, tiens, si on a un problème, on va se dire, ah oui, oui, on savait très bien que c'est pas, que chez eux, ça fonctionne pas, ou bien leur solution n'est pas très stable, alors que chez Amazon, c'est beaucoup plus stable, chez Apple Scaler, c'est beaucoup plus, voilà. Et c'est vrai que nous, on a cette contrainte de bien faire et de le faire Mhm. dans les règles de l'art pour que ça soit comment dire, le plus stable enfin, possible, en fait. Parce qu'au moins de doute, la confiance va très vite repartir. Et c'est même dans ce sens-là que nous, notre philosophie, même chez Cloud Inspire, c'est de prendre le sujet autrement. Donc, enfin, notre philosophie, elle est comment? C'est-à-dire que euh, la solution, la Cloud Factory va venir avec tous les outils pour automatiser, manager une infrastructure cloud. D'accord, parfait. Nous, c'est la technologie. Nous, on vient avec une solution qui compense ce défaut de compétences. D'accord, c'est notre première étape. Mais ce n'est pas tout, en fait. Donc, au même moment, on met en place un programme de formation pour que l'équipe avec laquelle nous travaillons monte en compétences. Donc, il y a ce Hmm. programme de formation qu'on met en place pour que l'équipe monte en compétences et apprenne les différents outils, les technologies qui sont déployées pour qu'elle se sente quand même autonome et puis capable de piloter l'infrastructure cloud. Parce que l'idée, c'est, nous venons avec une plateforme qui vient automatiser certains process, mais l'idée, c'est que cette plateforme évolue, mais avec l'équipe avec laquelle nous travaillons. Au même moment que l'équipe évolue, elle ne peut pas expérimenter son retour d'expérience parce que cette période de pratique est incompressible. On ne peut pas compresser. C'est-à-dire qu'il faut pratiquer et apprendre et avoir ce retour d'expérience. On ne peut pas compresser ça. Quand même, tu peux t'être formé dans tous les sens. Tant que tu n'as pas pratiqué et expérimenté cette connaissance, mais cette pratique, tu n'auras pas ce retour d'expérience-là pour savoir comment est-ce que, c'est quoi le bug ici, c'est quoi le challenge ici, comment configurer, comment améliorer, c'est quoi la sécurité qu'il faut mettre. Bref, tout ça là, c'est incompressible. Mais tu ne peux pas tester cette expérience-là sur ton environnement en production. Parce que si tu crées quelque chose, tu risques de perdre des clients. Et c'est pour ça que tu es capable de reproduire ton environnement de production chez le fournisseur de ton choix. Ça peut être chez OVH, ça peut être chez Scaleway, ça peut être chez un fournisseur, soit en bare metal quelque part, ou bien tu peux reproduire ton environnement et commencer à pratiquer. Et une fois que tu as l'expérience, tu peux en toute, comment dire, tranquillité, en toute sérénité, commencer par apporter des changements sur ce qui est en production parce que c'est des choses qui seront beaucoup plus maîtrisées en fait. Et là, Hmm. tu dépenses. Donc, on viendra vraiment sur ces trois axes où on vient avec une solution, une technologie, un transfert de compétences, un fait de technologie. On viendra avec la formation et puis on viendra avec l'environnement qui va te permettre de monter en compétences aussi. Donc, c'est vraiment sur ce point-là où nous venons apporter ce côté de l'innovation pour regagner la confiance et voilà quoi, apporter quelque chose de nouveau, du moins dans ce domaine-là. Yes, yes, yes. J'ai envie de dire que chez Cloud Mercato, c'est un petit peu notre but, sans absolument. Les gens vont dire que je suis de mauvaise foi après tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais sans jamais cracher sur les leaders de marché. Non, je ne crache pas sur eux. Je dis juste ce que j'ai vu et ce que je pense. Mais chez Cloud Mercato, on collecte beaucoup de data justement pour mettre en avant les petits cloud providers
les tiers 2 parce qu'on sait que un AWS, un Google, son budget marketing, c'est l'Afrique du Sud ou la Thaïlande réunie. Et la Thaïlande réunie. Donc, prendre un petit cloud provider, un infomaniac, déjà, ça commence à avoir un petit budget marketing, mais je prends un Hopla Cloud en France, personne ne le connaît. Je prends un Catapult en France, personne ne le connaît. Un Clever Cloud, ça commence à avoir une petite audience. Mais voilà, il y a mille et une solutions qui, en plus de la souveraineté, c'est un argument, mais même technologiquement, des fois, les gros cloud providers ne sont pas en face de petits cloud providers qui ont des solutions bien appropriées à votre usage. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de mettre en avant sur le marché, de vraiment balancer par rapport aux têtes de gondole que l'industrie nous. Et toi, Dani, qui justement est cloud builder, j'ai envie de te dire, en fait, n'hésite pas à m'appeler, ne serait-ce que pour tes clients, ne serait-ce que pour pouvoir tester, étalonner les solutions que tu crées par rapport à ce qui existe sur le marché, tu vois. Et vu qu'on a des datas à propos d'un petit peu tout, je pense que ça peut t'intéresser, toi, tes clients et tes partenaires. Bien sûr. Et excuse-moi, tu voulais dire? Non, non, vas-y, Fifi, d'abord. Parce que, en fait, en fait, je voulais dire, en fait, c'est vrai que pour nos clients, ce serait super intéressant que qui aussi ont envie de devenir des acteurs, comment dire, panafricains, des acteurs sur le continent. Donc, ça peut être Mm. intéressant pour eux comment dire, là, ils sont en train de construire, enfin, pas mal là, ils sont en Côte d'Ivoire, Cameroun, au Togo, et puis au Sénégal. Donc, on a pas mal de clients. Nous sommes en train de nous positionner sur le Nigeria aussi. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir tout ce qu'on Écosystème, industrie. appelle service au public. Ouais, Déjà, avoir, parce que c'est pas eux tous qui font du public. Certains le font, ils le gardent pour eux en tant que, enfin, pour manager déjà leur récit et puis ouais. réduire enfin, la charge de travail qu'ils ont en matière d'automatisation et puis en matière de complexité de leur infra. Ça permet quand même de se soulager d'un certain nombre de process Mm. déjà. Et notamment, c'est vrai que pour ceux qui fournissent des services au public, ça peut être intéressant comment dire, que vous D'a- passiez. D'avoir un bench qui permet d'avoir une comparaison quantitative par rapport aux autres cloud providers. Ça fait une petite heure et demie qu'on discute. Je vais devoir mettre fin à cette discussion malheureusement. Ah, Mais là, avant cela, Dany, est-ce que je te laisse en fait le mot de la fin? Si tu as quelque chose à conseiller, que ce soit externe, que ce soit chez Cloud Inspire, que ce soit une pensée, je te laisse le mot de la fin pour t'exprimer si tu veux le faire. là, je vais revenir sur le modèle de Jérôme qui parle de ne pas, de ne pas abandonner ces projets. Pour moi, le cloud africain, c'est vrai qu'au début, lorsque j'en parlais, personne n'y croyait. Aujourd'hui, nous allons le faire, nous sommes en mode de le faire. Et je crois en cette Afrique-là qui est capable de reprendre sa souveraineté. Et voilà, quoi. Aujourd'hui, c'est plus qu'une mission, c'est un projet de vie, au fait. Mm. Euh, apporter cette touche-là qui n'existe pas aujourd'hui sur le continent en matière de développement déjà, parce que derrière le projet du cloud technologique, j'ai un vrai projet, ça c'est plutôt, comment dire, un projet beaucoup plus, pas sentimental, mais c'est plus qu'un devoir au fait de pouvoir euh, redonner ce que j'ai appris de comment dire, ce que Yes. j'ai fait, voilà, créer autant de champions enfin, que possible pour que nos petites TPE, PME, nos sociétés, les entrepreneurs aujourd'hui aient de quoi exploser l'écosystème sur l'Afrique et puis que les génies puissent s'exprimer. Mm. Euh, voilà, quoi. C'est quelque chose qui, voilà, aujourd'hui, qui Ouais. me fait que Bah, juste pour confirmer ce que tu dis là, moi personnellement, je suis exactement dans le cas que tu disais où tu m'aurais posé la question une dizaine d'années, je t'aurais dit non, 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 on oublie. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus optimiste sur la chose. Et ce que j'espère surtout, c'est qu'en fait,
ton initiative crée d'autres gens qui pourront prendre le relais de manière encore plus large sur ce que tu fais. C'est ça. Et C'est mon rêve, au fait. ouais. Donc, c'est vraiment ce que je vois et je te souhaite que du bonheur et de la réussite dans ce projet-là parce que pour moi, c'est tellement noble de pousser des choses quand tellement d'autres gens derrière, et je connais l'Afrique, te disent mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, c'est tellement noble et je te plus sois puissance 20 millions. Merci. Merci. Déjà, j'apprécie beaucoup déjà l'audience que vous me faites, l'honneur que vous me faites. J'apprécie vraiment. Et puis, ouais, l'idée, c'est de pousser et de concrétiser. Yep, yep, yep. Eh bien, quant à nous, si tu es toujours là, comme je dis toujours, c'est que tu es vaillant. Ça fait 1 heure et demie que tu nous écoutes. J'espère que tu as apprécié ce moment. Et si tu as apprécié, n'hésite pas, appuie sur le bouton avec le pouce en l'air, comme disent nos amis canadiens. Viens nous voir sur LinkedIn, tu peux nous suivre, moi, Claude Mercato, Dany, suivre ses projets en Afrique. Si tu as envie d'y participer, je pense que tu peux le contacter, il sera ravi de pouvoir parler avec toi de ce projet-là et de t'y inclure. Et puis moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée à toi, Jérôme, une bonne journée à toi, Dany, aussi. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Et apparemment, personne, moi, veut me souhaiter bonne journée. Donc, Bonne journée, Anthony. bonne journée, Anthony. Non, c'est bon. et, Ça va. et bonne journée à toi, audio téléspectateurs.